à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial d'ailleurs dans le monde consacré au Tchad. L'ex-président tchadien Idriss Déby Itno est décédé le 20 avril dernier à N'Djamena. Le maréchal aurait succombé à ses blessures à 68 ans après plus de 30 ans passés au pouvoir. C'est son fils, Mahamat Idriss Déby, qui a pris aussitôt la tête du Conseil militaire de transition, de plus en plus contesté. Pour l'heure, le CMT écarte toute possibilité de négociation avec les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, le FACT. Des rebelles dont l'offensive aurait coûté la vie au président Idriss Déby, selon les autorités. Plus d'une semaine après son décès, quel avenir pour le Tchad sans Idriss Déby Itno et les conséquences sécuritaires pour la sous-région? Pour en parler, je suis en compagnie de l'analyste politique Sylvain Guessant, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. De l'historien Arthur Banga. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Et du politologue Dr William Aglonon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de rejoindre immédiatement à N'Djamena notre correspondant Stanislas Asnan, rédacteur en chef du journal Le Pays au Tchad. Stanislas, bonjour. Plusieurs partis politiques et des associations de la société civile ont appelé à des manifestations. Et c'est un rassemblement qui était interdit par le CMT, puis réprimé. Quel est le dernier bilan dont vous disposez? Oui, l'appel à manifestation a été lancé par la plateforme Wakitama, qui signifie le moment est arrivé, il est temps. C'est un regroupement des partis politiques de l'opposition, mais aussi des organisations de la société civile. Et le bilan officiel fait par le porte-parole du Conseil militaire de transition, le général Azem Bernandois, c'est qu'il y a 6 morts et une centaine d'arrestations. Or, à la veille, plus particulièrement le jour de la marche, les autorités judiciaires ont évoqué un bilan de 5 morts, dont un à Moundou, la deuxième ville du pays. Et quand on essaie de voir par exemple du côté des organisations de défense des droits humains, plus particulièrement la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, la CTDDH, il y a 9 morts et 36 blessés. Les 9 morts sont presque toutes par balles réelles. Donc voilà les bilans qui ont été réalisés par les différentes organisations. D'autres manifestations sont-elles prévues? Évidemment, il y a d'autres manifestations qui sont prévues. Déjà, le Forum des organisations de la société civile du Tchad, le FOSI, a appelé non seulement une journée ville morte et des deuils ce vendredi 30 avril 2021 pour, dit-elle, n'est-ce pas, honorer des manifestants qui sont tombés en martyrs, mais aussi à une ville, mais aussi à une marche le 1er mai, le samedi, j'allais dire 1er mai 2021. Donc déjà le 1er, il y a une nouvelle marche qui est annoncée. Et ce n'est pas la même organisation parce qu'avant c'était la plateforme Okitama qui avait lancé l'appel. Maintenant c'est le FOSI qui a lancé également une nouvelle marche. Donc on attend de voir d'ici le 1er comment les choses vont se dérouler. Alors un conseil militaire de transition, le CMT, dirige donc le pays. Ce CMT est composé de 14 autres généraux fidèles au père. Beaucoup s'interrogent sur la légalité de ce CMT. Que dit la constitution tchadienne exactement? Voilà ce que dit la constitution tchadienne. Conformément à l'article 82 de la constitution de 2020, en cas de vacances de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif, les attributs de la présidence de la République sont exercés par le président du Sénat. En cas d'empêchement, j'allais dire, de ce dernier, c'est le premier vice-président du Sénat qui assure cette fonction du président de la République. Mais il faut reconnaître qu'il y a également des dispositions transitoires, notamment l'article 240 de cette constitution qui dispose explicitement qu'en attendant la mise en place de nouvelles institutions, ces attributs, n'est-ce pas, sont exercés par le président de l'Assemblée. Or, nous sommes dans un contexte où l'actuel président de l'Assemblée nationale estime qu'il n'est pas en mesure d'assurer, en tout cas selon les versions officielles, qu'il n'est pas en mesure d'assurer cette fonction, raison pour laquelle
le Conseil militaire de transition a été mis sur pied. Mais il faut reconnaître que des organisations de la société civile, mais aussi des partis politiques dénoncent, dénoncent la mise en place de ce conseil parce qu'ils estiment que le président de l'Assemblée nationale a été mis sous pression. Y a-t-il encore actuellement des affrontements entre le CMT et le FACT? Nous avons appris cet après-midi qu'il y a eu des affrontements au nord Karem entre l'armée et les rebelles du FACT, ce qui revient à dire que la menace rebelle pèse exclusive. La ville est relativement calme, mais des inquiétudes persistent toujours, compte tenu de la menace rebelle, mais également des éventuelles marches, des éventuelles nouvelles marches qui seront organisées et éventuellement réprimées par l'armée. Donc, c'est ce qui a fait que de nombreux citoyens continuent par faire des stocks de vivres et d'autres produits de première nécessité à N'Djamena. Merci Stanislas. Alors messieurs, on va s'intéresser longuement à la situation actuelle après Idriss Déby, mais avant, je veux qu'on fasse un bond en arrière pour mieux comprendre, avoir une lecture peut-être plus pertinente de la réalité tchadienne. On va, avec vous, l'historien Arthur Vanga, remonter dans le temps. On sait que l'État tchadien, ses frontières actuelles, du moins, datent depuis la colonisation, après des accords entre Français et Allemands. À quoi ressemblait le Tchad avant cette colonisation? Qui peuplait ce territoire? Le Tchad doit d'abord évoquer l'un des plus beaux empires de l'Afrique, le Kamen-Borno, qui se situait justement aux lisières du Tchad, du Niger, voilà. Donc c'est une grosse civilisation qui était aussi au cœur des échanges avec le monde arabe. D'ailleurs, le monde arabe, c'est juste à côté, il faut entendre Libye, Soudan, tout ça déjà. Donc c'est une civilisation qui est longue dans son histoire, même si après, comme pour tout empire, on va avoir le déclin. Et finalement, l'espace ne sera plus celui du Bornou, c'est un nouvel espace dont vous venez de montrer les contours, avec des populations qui sont des populations frontières Cameroun, donc ce qu'on appelle le sud du Tchad, des populations plutôt chrétiennes qui vont se fonder avec celles héritières du Kamen-Bornou, qui sont qui sont plutôt musulmanes, et quelques influences soudanaises, voire arabophones aussi, dans tout ce qui va constituer les peuples qui font aujourd'hui le Tchad. Alors le Tchad est un vaste pays de plus d'1,2 million km², avec une faible densité par contre, puisque toute une partie est occupée par le Sahara. Enclavé au cœur de l'Afrique, on a l'impression aussi que sa situation géographique est déterminante. On va le voir dans les conflits, dans ses relations avec les pays limitrophes. Finalement, quel est l'impact de cette situation géographique du Tchad? Merci. Bon, il faudra distinguer deux moments. La période qui part de l'indépendance jusqu'à la découverte des gisements dans le sous-sol du pétrole, et puis cette période-là qui date du début du millénaire jusqu'à présent. Bien évidemment, le Tchad, c'est pratiquement 4 fois la Côte d'Ivoire, avec la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Nigeria, le Cameroun, le Niger. Ça fait beaucoup de pays, ça fait beaucoup de frontières, et ce sont des pays aussi qui connaissent beaucoup d'attaques terroristes actuellement. Donc, jusqu'à la découverte des richesses du sous-sol du Tchad, le Tchad avait subi un peu des influences de part et d'autre de ces différents pays. Mais cette situation va changer quand le Tchad va commencer à produire du pétrole, quand le Tchad va devenir une puissance militaire, pour ce qui est de l'Afrique. Donc, c'est vrai qu'il y aura des dynamiques endogènes, mais vu de l'extérieur, N'Djamena aura un certain rayonnement. Idriss Déby va peser dans la sous-région. On se rappelle de ces troupes qui traversent pratiquement tous ces pays jusqu'au Mali, ces incursions au Cameroun, au Nigeria, son poids plus ou moins géopolitique à ACA, avec les différentes rébellions qui venaient jusque-là du Soudan, qui ont été jusque-là repoussées. Donc voici un peu les deux moments de l'histoire de Tchad, qui est devenue une puissance militaire, je pense qu'on va en parler bientôt, qui pèse un peu plus maintenant dans ces pays-là. Déjà, commençons par l'indépendance. Par rapport aux autres pays francophones, comment le Tchad arrive-t-il à imposer son indépendance à cette colonie française avec qui, pourtant, il a des liens de promiscuité plus que d'autres?
Je pense qu'en 1960, d'abord après les événements de 58, la France s'était décidée à accorder l'indépendance à tous les territoires d'Afrique francophone, enfin, ou du moins à toutes les colonies d'Afrique noire, en sachant bien sûr que c'était parti pour mieux rester. Donc, sur la question, il n'y avait pas beaucoup de controverses dans la mesure où c'était géré par le général de Gaulle qui avait sa vision de la gestion de ces colonies-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Tchad concentre à lui tout seul tous les problèmes de l'Afrique. En fait, c'est un peu un laboratoire de l'Afrique post-coloniale, c'est-à-dire au Tchad, vous avez tous les problèmes que vous avez qu'on rencontre dans tous les autres pays d'Afrique après les indépendances, c'est-à-dire la diversité ethnique. Problème majeur difficile à régler parce que nous avons un pays de 1 200 000 km², pas densément peuplé, mais surtout avec plus de 250 groupes ethniques. Donc c'est un vrai champ d'incohérence nationale, donc il n'y avait pas d'éléments sur lesquels on pouvait rapidement tabler pour parler d'une nation. Donc il y avait le défi de la construction de la nation. Et puis vous avez tous les enjeux de développement avec tous les problèmes de pauvreté, etc. Parce qu'il fallait mettre cette territoires qui venaient d'accéder à l'indépendance, il fallait les mettre en valeur. Donc vous avez ce problème. Et le dernier problème, c'est les rivalités entre les élites qui exploitaient à leur guise leur appartenance ethnique qui était devenue le principal élément politique ou la principale idéologie puisqu'il n'y avait pas de clivage idéologique. Donc l'ethnie était devenue le seul marqueur politique. Donc à partir de ce moment, le Tchad va entrer, comme la plupart des pays africains après les indépendances, va entrer dans une période sombre qui va passer malheureusement de façon un peu plus tragique parce que ce qui va connaître des guerres civiles, beaucoup de révolutions, enfin pour ne pas dire le premier président qui va se faire assassiner. Allez-y, finissez avec ce premier président, mais je veux qu'on évoque aussi, dès le départ, l'intervention de la France dans les conflits purement tchadiens. Dès 65, parfois sollicitée par les autorités elles-mêmes locales, mais l'armée française, on le découvre, est en place depuis 1960. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays francophones. Pour quelle raison? Si, c'est le cas partout. Le processus de décolonisation dont il évoqué. D'ailleurs, le Tchad, Tombalbaye faisait partie du grand ensemble du RDA. Voilà, c'était une sous-section du RDA qui avait accédé. Mais dans le processus de colonisation, comme William vient de l'expliquer, la France part sans vraiment partie. Et dans ce qui assure sa présence sans partie, il y a ses troupes militaires. Partout, elle avait des troupes militaires donc dans toutes ces colonies. Elles sont restées après le départ officiel. Donc, on a quand même l'impression au Tchad que ça a pris une tournure particulière. Parce que la France devait se protéger. Le Tchad quand même représentait un peu la zone frontalière entre l'URSS, voilà, la Libye, et le monde francophone qui était allié à l'Occident. Non, au-delà, avant, il y a dans la décolonisation la discussion d'accords. Et parmi ces accords, il y a deux types d'accords militaires. Et puis justement, l'accord de défense et l'accord d'assistance militaire technique. De coopération, ok. Cet accord d'assistance militaire technique maintenait une relation avec tous les pays, je dis bien tous les pays africains qui étaient de colonies françaises. Voilà. Les seuls qui ont essayé qui l'ont refusé, par moins à certains qui sont sortis progressivement. Mais ce que je veux dire, le Tchad est le pays où la France est le plus intervenue militairement, quoique n'ayant pas d'accord de défense. Justement. Mais justement, on veut comprendre leur raison. L'aspect idéologique, c'est qu'il fallait quand même protéger, comme dans le Zaïre, dans le Tchad, la France devait quand même se prémunir de l'influence de la Russie. Donc il fallait préserver. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'accord en tant que tel, mais les intérêts idéologiques, géopolitiques étaient en jeu, maintenaient la France dans une certaine posture qui a été peut-être plus visible au Tchad que dans d'autres pays. Parce qu'en plus de cela, il y a une grosse instabilité dans le Tchad. Et en plus de l'instabilité au Tchad, il y a aussi les rivalités à côté du Tchad. Notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, la pression libyenne. N'oublions pas qu'il y a quand même un conflit ouvert avec la Libye. Le conflit, c'est à Bandaouzou
Par exemple, avant d'avoir plus tard des opérations comme la plus longue des opérations d'ailleurs, qui est l'opération Épervier, qui s'est transformée tout récemment en Barkhane. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus trop surestimer la rationalité de tous ces positionnements de l'armée française, parce que après les indépendances, il y a eu une tradition, c'est-à-dire il y avait des États qui avaient voulu maintenir des liens forts avec la France et qui avaient demandé eux-mêmes, à travers des accords, que la présence militaire française, enfin, ou du moins qu'il y ait une présence militaire française sur C'est le cas le du territoire. Tchad, vous voulez nous dire? Non, pas nécessairement. Mais, enfin, dans la plupart des pays, pas tous, mais dans la plupart des pays, effectivement, la France va maintenir Dans parfois dans quel pays est absente? Oh, enfin, dans beaucoup d'autres... Enfin, dans quelques autres pays, il n'y a pas d'armée française au Bénin. Non, au Bénin, c'est après 75. Après que le Bénin fasse le tournant, après que le Bénin fasse le tournant rouge. Sinon, l'accord militaire de la France et la Côte d'Ivoire est l'accord militaire qui est signé avec la France, le Bénin, le Niger et la Côte d'Ivoire. Donc le Bénin est bel et bien dans le dispositif militaire français, tout comme le Tchad, comme tous les pays francophones. À l'exception de la Guinée, qui est sortie depuis 1958, tous les autres... Mais tous les pays n'entretiennent pas une espèce de diplomatie militaire ou en treillis, parce que ça prend des proportions au Tchad qu'on n'a peut-être pas dans d'autres pays francophones. Non, si, j'explique. C'est quand même l'objet de ma thèse, c'est pour ça que je m'attaque dessus un tout petit peu. Si, le seul problème, c'est que, par exemple, on prenait un pays comme la Côte d'Ivoire, la France n'est pas intervenue militairement parce qu'il y a une stabilité, il y a cela. Sinon, le dispositif, il est déjà là. Donc, le dispositif est présent dans tous ces pays-là et en fonction de la réalité du moment, la réalité tchadienne était beaucoup plus complexe, donc il y a eu beaucoup plus d'interventions. Sinon, à la base, le processus est fait de telle sorte que quand on a indépendance, il y a présence militaire. Attends, vous voulez nous dire que nos pays, que les États francophones ont signé des accords depuis les indépendances qui, en fait, obligent la France ou qui donnent le droit à la France d'intervenir dès qu'il... Présence militaire. Il y a deux types d'accords. Il y a l'accord de défense. Ça, tout le monde ne le signe pas. Et il y a l'accord d'assistance militaire technique. Ça, tout le monde l'a signé. Voilà. Tout le monde l'a signé, qui confirme une certaine présence, une certaine formation de nos armées, des accords, etc. Mais l'accord de défense, lui, c'est vraiment une intervention. Le seul truc qui fait rire, comme je dis, c'est qu'il y a des pays qui ont signé l'accord de défense où la France n'est pas intervenue, et certains, comme le Tchad, qui n'ont pas signé l'accord de défense où la France est plusieurs fois intervenue. On va s'intéresser maintenant à juste l'avant Idriss Déby, notamment à Hissène Habré. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on retient de lui? Qui est venu aussi au pouvoir d'une manière contestée, après de multiples tentatives. En tout cas, de Hissène Habré, moi, j'ai gardé de très mauvais souvenirs. Peut-être qu'il a eu le malheur de chuter certains moments à la période où les médias glanaient et colonisaient toute la planète. Et on a eu beaucoup de documentaires sur lui. Peut-être que c'est ce qui fait. Mais vraiment, d'Hissène Habré, j'ai gardé très peu bons souvenirs. Son règne, les prisons cachées, les rescapés de ces prisons, leurs témoignages qu'on a vus sur certains médias, vraiment, on a presque envie de dire que le renversement était justifié. Que la prise de pouvoir par Idriss Déby, on a presque envie de dire que c'était salutaire, même si c'était un renversement de l'ordre constitutionnel, au regard, bien sûr, des clichés qu'on a pu avoir après lui, puis son procès à Dakar. On a entendu beaucoup de choses, qui était un procès africain qui a été beaucoup salué. On a entendu des témoins, des associations, etc., etc. En tout cas, je garde très peu de bons souvenirs de ce monsieur. Je n'en garde pas du tout. Donc sa chute était inéluctable. À vous écouter. Inéluctable, je ne sais pas, mais il faut peut-être revoir un peu les conditions dans lesquelles il arrive au pouvoir, parce que c'est un pouvoir de rupture. Rupture dans un contexte où jusque-là le pouvoir politique était resté au sud, aux mains des groupes ethniques du sud qui, à un moment donné aussi, ont beaucoup exagéré, je vais dire, pour ne pas utiliser d'autres mots, mais qui vont commettre un certain nombre d'actions qui ont été considérées comme relevant d'un mépris des populations du Nord. Donc, quand il arrive au pouvoir, je pense qu'il y avait beaucoup plus une volonté, entre guillemets, de revanche, c'est-à-dire de restaurer une forme de justice dont lui, malheureusement, lui seul pouvait définir les paramètres. Donc, c'était ça le problème, c'est de vouloir faire de la justice sans tenir compte réellement du cadre légal de la justice, et il va faire de la justice à sa manière, ce qui va faire de son règne l'un des plus sanguinaires du Tchad.
Après, il succède quand même à Goukouni Ouédé, qui est lui aussi nordiste, mais c'est un régime de transition à la limite de Goukouni Ouédé. Voilà. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je suis tout à fait d'accord avec William, il a l'esprit revanchard, il a tous les pouvoirs, il ne maîtrise plus rien. Mais il a quand même une sortie, je pense que c'est à ça que faisait allusion Sylvain, une sortie lors du discours du sommet de France-Afrique de la Baule, où face au discours de Mitterrand qui imposait, il a répliqué en disant publiquement d'ailleurs que ce n'était pas à la France d'imposer aux pays africains leur démarche politique. Voilà. D'aucuns vous diraient que ce discours a contribué, en plus des exactions qu'il a commis, a contribué à se faire lâcher par ses parrains et à susciter l'arrivée d'Idriss Déby. D'ailleurs, preuve que ce discours a eu un impact, la première parole d'Idriss Déby, elle épouse la Baule. Je vous apporterai la démocratie. Oui. Donc on voit que quelque part, l'impact de la réponse publique que Hissène Habré donne à Mitterrand sur le discours de la Baule peut tout au moins stimuler Idriss Déby, sinon plus. Mais est-ce qu'il ne préparait pas Déby avant, puisque on nous dit que finalement cet homme a été vraiment formé par les services déjà militaires français, mais au-delà, ils ont tout fait pour le mettre aux côtés d'Hissène Habré, que finalement ils l'ont construit militairement. Revenons sur son parcours. On sait qu'il vient d'une famille très pauvre, enfant de berger, d'une ethnie qui n'est pas la plus représentative. Et il aura le mérite d'aller, de sa propre volonté, pouvoir poursuivre des études militaires en France. Oui, il faudra tenir compte un peu des dynamiques endogènes. Il y a eu le règne des Sahara, comme il a dit, les sudistes, qui ont fait un peu ce qu'ils voulaient du pouvoir. Juste ce qu'il y a aussi un Goran, Hissène, qui vient aussi pour restaurer la dignité un peu de sa tribu. Lui aussi, il est parti dans tous les sens. Les Akawa étaient quand même déterminés eux aussi à restaurer leur dignité, à revenir. Donc Hissène Habré, qu'il y a eu des appuis, c'est vrai quand même pas reçu un coup d'État dans ce cadre-là de Hissène Habré sans avoir un certain appui, sans avoir certaine aide. Ça au moins, ce sont des choses qu'on ne devrait pas discuter, sans tomber dans la théorie du complot, mais c'est difficile quand même d'un pays avec Hissène Habré qui avait tous les services de renseignement, qui avait les armes, qui avait posté sa tribu partout, ses enfants partout, sa famille partout. Le renverser sans bénéficier d'une aide extérieure, c'était quand même plus difficile. Oui, parce que même les prédécesseurs, Kadhafi avait dû intervenir pour maintenir les uns. Enfin, il y a toujours un appui d'un autre État. Mais il faut tenir compte quand même des dynamiques endogènes entre Zakawa, Sahara et Goran, voilà, qui ont précipité un peu, qui ont motivé les Akawa à s'aligner derrière Idriss Déby. Les Sahara plus ou moins jouent le jeu contre les Goran. Je pense que Déby aussi est un produit d'Hissène Habré. Quoi qu'on dise, c'est un de ses hommes de confiance. C'est quelqu'un qui responsabilise. C'est vrai qu'il fait une bonne partie de son parcours militaire dans des écoles françaises, mais quand il revient, il a l'entière confiance de Déby. Et d'ailleurs, les Agawa et les Goran sont tous deux du Nord. C'est un peu, je dirais, des voisins, des cousins. Donc, ils sont tous dans l'esprit que William a déclaré tout de suite, revanchards dans un premier temps. Et donc, c'est un peu une querelle de palais entre Déby et Hissène Habré. Mais je pense que oui, le soutien français à Déby, il est évident pour qu'il renverse aujourd'hui Hissène Habré. Hissène Habré avait pour lui, malheureusement, tous les crimes. Malheureusement, bon, il avait pour lui tous les crimes qu'il commettait. Et je pense le fait de pouvoir tenir tête de façon publique au discours de la Baule n'a pas aidé non plus. Et donc, Déby s'est construit dans l'environnement d'Hissène Habré. Et il a eu encore la chance de pouvoir pratiquer ce qu'il aime le mieux, l'armée, et de fréquenter les plus grandes écoles militaires en France et de continuer son ascension jusqu'à retrouver le maquis à partir du Soudan, comme je disais tout à l'heure, les influences libyennes ou soudanaises, à partir du Soudan, de lancer sa conquête et de prendre le pouvoir en décembre 90. Et pourtant, il était une source d'espoir, si j'ose dire, lors de son arrivée au pouvoir, Déby. Au-delà de la fameuse phrase « vous ne nous apporterez ni or ni argent, mais la démocratie », il avait dit qu'il n'allait pas se représenter. C'était quoi? C'était un mensonge complètement assumé ou il partait de bonne foi, selon vous, sans connaître l'homme? Tous les chefs d'État, quand ils viennent au pouvoir, d'abord sont toujours de très bonne foi et ils sont toujours des sources d'espoir. Après, c'est ce qu'ils en font et c'est ce qu'on en attend qui va déterminer la suite. Mais Idriss Déby, à vrai dire, je pense que c'est l'un des chefs d'État qu'on aurait pu dire les mieux préparés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a
vécu la réalité de la vie politique tchadienne avant d'arriver au pouvoir. Il est vraiment resté dans le sérail, il a été formé, il a côtoyé le pouvoir avant d'y accéder. Il est militaire dans un pays où c'est la bravoure qui détermine le rang, la valeur d'un homme. Donc, il avait tout en fait. Il était vraiment l'homme de la situation. Donc, quand il arrive au pouvoir, il avait surtout un discours rassembleur. Ce qui rassure après la présidence Habré et ce qui rassure aussi une population du Sud qui avait peur de se faire massacrer ou du moins que... Donc je pense qu'il avait tout mis en place ou du moins tout était présent pour que son règne soit particulier. Évidemment, on le juge 30 ans après, parce que c'est quand même 30 années, le pouvoir ça use. Et même s'il va connaître beaucoup de hauts et de bas, je pense que il est parti, enfin, on ne parle pas encore de son règne, mais je pense que on ne peut pas dire tout de suite que cet espoir a été déçu. Il faut, c'est peut-être avec le temps que progressivement, parce qu'au début de son règne, dans les années 90... Vous pensez que ses premiers mandats étaient corrects, à vous écouter? Enfin, il n'a pas transformé le Tchad, mais je pense que dès le début, les Tchadiens ont eu l'impression qu'il y avait une forme de stabilité politique qui commençait à naître. Et dans un pays qui a connu autant de renversements de chefs d'État et de guerre civile, bon, c'était déjà un acquis, c'était quelque chose de prometteur. Et je pense que c'est beaucoup plus tard que les gens vont se rendre à l'évidence que la stabilité ne suffit pas, le développement, sans le développement et la stabilité avec des exactions. Quel est le bilan de la gouvernance d'Idriss Déby? Bon, de la prise de pouvoir jusqu'au début des années 2000, le Tchad était à la recherche d'une certaine stabilité. De toutes les façons, il n'y avait pas grand-chose à partager. Le Tchad faisait partie, à l'époque, des États les plus pauvres de la planète, avec le classement RDH, ils luttaient les 3 dernières places avec le Niger, des choses comme ça. Jusqu'à ce qu'on découvre les gisements dans le sous-sol. Et là, il y a quelque chose à partager. Les gens s'intéressent un peu plus au bilan économique. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fera? Comment cela est réparti à l'interne? Est-ce que le fruit de la coopération sociale est réparti selon une certaine méritocratie? Ou bien alors il suffit d'appartenir à une certaine tribu pour pouvoir avoir sa part de gâteau, etc., etc. Donc le bilan à partir des années 2000 ne sera plus que politique. Il sera aussi plutôt économique, social. On verra un peu les investissements au niveau du système éducatif, du système sanitaire. Malheureusement, ce bilan-là, il laisse à désirer. Le président Idriss a préféré plutôt investir dans le volet militaire. Susciter un rayonnement. Peut-être que certains en parlent de plus en plus lié à leur perception, à la perception de sa tribu, où on est homme que quand on est guerrier, on est brave, etc. Est-ce que c'est ce qui va motiver le président Idriss Déby à investir autant d'argent dans l'équipement militaire, de sorte à avoir cette force, cette place que le Tchad représente aujourd'hui, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest? Ou alors est-ce que, bon, il aura mis de côté les aspects socio-économiques en disant, écoute, on fait asseoir le règne, et puis après, maintenant, les investissements, un modèle à la chinoise, bon, je ne sais pas trop. Mais le bilan qu'on retient du Idriss Déby, je crois que la meilleure partie du règne du président Déby qu'on retient, c'est cette force militaire qu'il a pu mettre en place, qui a pu contribuer à la lutte contre le terrorisme dans notre espace, au Mali, au Burkina, au Niger. Quand la zone des 3 frontières, je veux m'arrêter là d'ailleurs, entre le Burkina, le Mali et le Niger devient une zone d'incubation, que Paris menace de retirer certains éléments, diminuer les effectifs de Barkhane, il n'y a que Déby qui promet d'envoyer plus de 1000 soldats. Voilà, c'est peu, je crois, le grand héritage qu'on retiendra du président Déby dans un premier temps en tout cas. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Faut appeler un chat un chat. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est une catastrophe, les 30 ans de Déby. Attendez, sur le plan politique, c'est une catastrophe, tellement catastrophique que quand il meurt, les institutions ne fonctionnent pas. Voilà, tellement catastrophique que ses opposants sont tous dehors. Regardez la dernière élection, ce n'en est pas une. Donc, il ne faut pas peser les mots. Il a donné quel espoir? Aucun. De 90 à 2021, 30 ans, rien. Son pays a encore fait partie des plus pauvres. Il a eu le pétrole en 2007-2008. À un moment, il se battait déjà pour que les accords, puisqu'ils avaient signé dans ces accords, une partie de l'argent devait être versée plus tard. Il s'est battu pour avoir l'argent en même temps.
parce qu'ils savaient pas gérer. Non, arrêtons. Déby n'est pas... même quand on parle de stabilité, il y a eu une tentative en 2008, il y a eu une tentative il y a 2 ans, c'est les Français qui l'ont sauvé. Oui. Avant, il y a eu une tentative encore, donc ce n'est pas la stabilité. Non, peut-être que nous avons bien compris. Ensuite, de 87 à 2000... De 90 à 2000, ce que les Tchadiens attendaient, c'était une stabilité. Parce que la stabilité, c'est quoi? Il n'y a pas de renversement chaque 6 mois. Mais ensuite, après, il n'y avait pas tout ça non plus. Ouais, mais quand même, le discours d'assemblée d'Idriss Déby, il était quand même pas... le discours, c'est beau, comme William l'a dit. Tout mais à partir de 2000, moi je vois 2 phases dans le règne de... Non, il n'y a pas 2 phases, c'est une continuité. De 90 à 2000, c'est le Tchad qui a la recherche de la stabilité. À partir de 2000, on attend plus. Au niveau économique, social, les investissements, il y a des richesses maintenant. Malheureusement, ces 10 ans, on ne verra pas ce qu'il fera. Plutôt à partir de 2010, ça sera purement un investissement militaire. Donc, je ne vois pas ce qu'il a fait de 90 à 2000. Qu'est-ce qu'il a fait? Son pays était dernier économiquement, tu l'as dit toi-même. Il n'y avait aucune... Mais en fait, à vous écouter, c'est quoi? On est trop indulgent avec le bilan? Pas forcément indulgent. Il y a 2 choses dans le règne de Déby. Il y a les dynamiques endogènes qui sont carrément catastrophiques. D'un point de vue économique, d'un point de vue social, le système éducatif n'existe pratiquement pas. Voilà, donc comment tu peux trouver du positif? Maintenant, il y a la dynamique exogène. Le rayonnement que Idriss Déby a fait susciter au Tchad. Quand on apprend le 20 avril que Idriss Déby... Ça, c'est à partir d'avant-hier. C'est à partir de 2012. Non. 2012. L'opération cérébrale, c'était en quelle année? 2013, 2012. Voilà, donc à partir de 2010, Idriss Déby, il y a 3 moments dans son règne. 90-2000. Qu'est-ce qu'on retient de ça? 90-2000, non, je finis. 90-2000, on ne cherche pas à savoir trop ce qu'il fait au Tchad. Il ne fait rien, en fait. Ce sont les 3 derniers de la planète. Oui. À partir de 2000, il y a la richesse. Donc, on s'intéresse un peu maintenant. Qu'est-ce que le Tchad va en faire, etc., etc. Quels sont les investissements qu'il va faire au Tchad? Le système éducatif qui attend beaucoup, le système sanitaire qui attend beaucoup, les aspects sociaux, etc., les infrastructures. Il n'en fera pas grand-chose. Il rebondit autour de 2000, à partir de 2010. Avec son intervention au Mali, au Niger, etc., etc. Et malheureusement, sur les 2 dynamiques, la dynamique endogène, elle est carrément catastrophique, c'est sûr. Mais quand on apprend que Idriss Déby est décédé le 20 avril, la sous-région, ce qu'on retient de lui, c'est le chef militaire qui vient de mourir, qui avait motivé ces éléments. Donc cet aspect-là, au moins, il est pas forcément négatif. Cet aspect militaire, est-ce que déjà, on n'a pas une image trop édulcorée de ces soldats? Et puis en plus, vous parlez de l'aspect catastrophique sur le plan économique. Est-ce que finalement, l'armée, ils arrivent à recruter facilement, à avoir tous ces hommes, puisque c'est peut-être le seul ascenseur social pour certains Tchadiens? Non, en fait, je pense que d'abord, on parle d'armée. Ce n'est pas vrai, parce que ceux qui combattent pour Idriss Déby ne sont pas nécessairement des militaires réguliers. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont été recrutés. Donc, c'est des gens qui appartiennent à son groupe ethnique ou à d'autres groupes ethniques qui, malheureusement, ont la réputation d'être violents. Alors, donc, oui, il y a des gens qui sont prêts à mourir contre de l'argent et qu'on peut servir aux groupes terroristes. On ne sait pas... Quoi, la chair à canon? Voilà, on ne sait pas combien Idriss Déby perd de soldats, mais on sait qu'il arrive à repousser les groupes rebelles. C'est tout ce qui... Enfin, les groupes terroristes. Au combat, il perd beaucoup de soldats. Donc, c'est tout ce qui intéresse. C'est pas... C'est pas une armée régulière, c'est pas des gens qui sont comptés parmi les soldats du ministère de la Défense. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il fait un travail de mercenariat international pour tout le monde. Il recrute des gens qui sont prêts à faire le boulot et puis bon, ils vont au front pour sauver. Maintenant, c'est là où le problème commence, c'est que apparemment c'est pour nous sauver qu'ils le font. Mais quand on sort de tout ça, je pense que la gouvernance Déby, ce n'est pas que l'armée. Je pense qu'il ne faut pas réduire ça vraiment à l'armée. Il faut, à mon avis, quoi qu'en pense mon ami historien, je pense qu'il y a quand même 2 choses importantes. La première, c'est les tentatives, ou du moins la possibilité d'avoir mis en place un règne pendant 30 ans, malgré les soubresauts, malgré les tentatives. Au moins, pour la première fois pendant 30 ans, il y a eu une forme de stabilité au Tchad. Et pour les Tchadiens, c'est beaucoup. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Tchadiens qui regrettent le décès de la mort d'Idriss Déby, non pas parce qu'ils sont du Nord, non pas parce qu'ils le soutiennent, beaucoup parce qu'ils n'ont connu que lui, c'est vrai, mais aussi parce que beaucoup pensent qu'il est quand même il est quand même l'homme qui aura permis quand même de vivre ensemble pendant 3 décennies sans
sans une vraie friction interne, sans une guerre civile réelle, parce que des rebelles, il peut y en avoir partout. Les rebelles ne sont pas nécessairement indicateurs de l'état d'une société en tant que telle. On peut avoir des rebelles qui ne reflètent aucune réalité sociale. Donc, ce n'est pas, je pense que il faut le mettre à son actif. Et deuxième élément aussi, et qu'on ne regarde pas beaucoup, c'est que sur le plan social et économique, comme on l'a dit tout à l'heure, un échec sur lequel il n'y a rien à dire, mais en réalité, cet échec est aussi l'échec de toute une classe politique et l'échec de tous les intellectuels tchadiens, parce qu'il ne faut pas qu'on se voie la face. Ils sont tous passés au gouvernement. Idriss Déby a eu 17 premiers ministres. Presque toute l'élite tchadienne y est passée. Tout le monde est passé pratiquement, que les gens soient aujourd'hui de l'opposition ou de je ne sais quoi, ils sont tous passés au gouvernement. Donc c'est un échec collectif. C'est vrai que c'était le capitaine du bateau. Donc c'était plus que le capitaine. Oui, c'était le dieu du bateau. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il avait, puisqu'il ne maîtrise pas tout, c'est un militaire qui tire les ficelles de son côté, du côté militaire, mais les intellectuels qui sont passés, les premiers ministres et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur portefeuille? Bon, je veux répondre sur la stabilité. Parce qu'en ce moment, il aurait dû laisser Hissène Habré. Parce que Hissène Habré aussi, de son pouvoir, jusqu'à ce que Déby le chasse, il y avait cette stabilité-là. Il aurait pu laisser aussi... mais Déby a contesté, la preuve c'est hier. On a tué 11 personnes à balles réelles. Et tu dis qu'il y a des gens qui sont contents. Mais 11 personnes à balles réelles hier, avant-hier. Mais Déby est mort depuis une semaine. C'est le jour où il est mort, il y a eu 11 personnes. Son élection, il n'y a personne qui va se battre contre lui. Je ne sais pas comment on peut me dire de retenir que la stabilité, c'est quoi? Si vous faites la stabilité, que votre peuple, il n'y a aucune expression. Vous nommez des premiers ministres que vous changez tous les 6 mois. En 6 mois, on ne peut pas changer quelque chose dans la gouvernance. Le temps d'arriver, de prendre vos marques, de nommer quelqu'un, ça fait déjà 3 mois. Voilà. Donc, quand on assume tout seul le pouvoir comme il a fait, quand on est seul maître à bord comme il a fait, on doit avoir quand même la responsabilité. On peut être président de tout et responsable de rien. C'est pas possible. Il est président de tout et responsable de tout. Et il est responsable de l'échec de son pays. Mais là, la responsabilité au point où il en a perdu la vie. Si on va parler après de sa mort. Je vais revenir un peu sur le bilan de l'armée tel que vous le disiez. On a vu les différents rapports sur la guerre en RCA. On a vu les différents rapports sur la guerre en Syrie, en Irak. On a vu les rapports sur la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre au Libéria, en Sierra Leone. Quand il y a une guerre quelque part, c'est difficile de voir une armée qui est pure, qui respecte le droit international humanitaire. Ce n'est pas le propre du Tchad, premier élément. Deuxième élément, c'est le propre de toute guerre. Une guerre est aussi une activité commerciale. Quand elle éclate dans une zone, tous ceux qui s'y connaissent, qui voudraient participer à cette activité, s'aventurent dans la zone. Qui pour prendre des armes, qui pour les différents trafics. Le Tchad n'échappe pas à cette réalité aussi. Quand Idriss Déby commence à importer ses soldats dans la sous-région, ceux qui peuvent attraper, tant que ça ne gêne pas les dynamiques endogènes du Tchad, vous pouvez partir au Mali, au Burkina, pour 6 mois, 2 ans, 3 ans, ça ne gêne pas, ça ne devrait pas le gêner d'ailleurs. D'ailleurs, ce sont les potentiels mercenaires qu'il essaie d'envoyer hors de sa zone. Un exemple assez rapidement. En 2014, moi j'étais au Mali. Je me suis retrouvé dans le même hôtel que les soldats tchadiens, qui partaient au front et qui revenaient. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas dire, mais c'était des gens qui partaient vraiment pour mourir pour le Mali. Quand Hollande fait partie les soldats français de la Côte d'Ivoire pour aller freiner l'avancée des mouvements qui venaient après la chute de Déby, qui venaient de la zone au nord du Mali déjà, qui venaient du nord du Mali, qui étaient déjà à Tombouctou, qui les freinent. Il n'y a que des soldats français qui pulvérisaient. Et puis des soldats tchadiens qui allaient au sol. J'ai vécu pendant eux avec un certain temps dans le même hôtel, on faisait certaines choses. Donc, dire que ce bilan nous a vendu des trucs, je crois que c'est un peu fort quand même. Il faudra reconnaître le mérite de l'armée tchadienne. Ils n'ont pas respecté le droit de l'homme, c'est autre chose. Dans toutes les guerres qu'on a eues, on n'a pas vu une seule puissance respecter le droit international humanitaire dans une guerre. Il y a toujours eu des violations, il y en aura toujours. D'accord, mais est-ce que c'est, on va dire, cette force militaire des Tchadiens justifie, on a l'impression que ça justifie et que ça excuse toutes les actions menées par Idriss Déby dans le maintien au pouvoir, puisque c'est sur ce levier qu'il joue pour pouvoir se maintenir au pouvoir. En stratégie, chaque pouvoir a son orientation stratégique. Un président peut arriver au pouvoir, décider de céder tous les marchés pour se maintenir au pouvoir. C'est un choix. Une économie purement extravertie. On veut faire telle cabane, ok, que la Chine vienne faire. Il y a un fil, une ampoule qui ne marche pas ici, ok, que la Russie vienne faire.
Chacun choisit son angle. Certains choisissent l'angle économique, d'autres peuvent choisir encore d'autres angles investissement, etc. Mais Idriss Déby a choisi le volet militaire. Il a compris une chose dans cette partie de l'Afrique centrale, de l'Afrique où il est, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. On avait besoin des gendarmes. Il y a eu Oufoué, il y a eu Bongo, mais le gendarme en tant que tel, ça manquait un peu dans ce contexte de menaces terroristes depuis 2002 dans le nord-est du Nigeria, etc., etc. Donc, il a joué le jeu. Idriss Déby a annoncé sa candidature que lorsque Barkhane menaçait de retirer des soldats dans la zone des 3 frontières, il a dit « j'envoie 1200 soldats ». Et à partir de ce moment, il dit qu'il est candidat. Qu'est-ce que Macron peut bien dire à Idriss Déby qui vient d'envoyer 1200 soldats aller mourir dans le nord du Burkina, le nord-est du Mali, le sud du Niger? Voilà. Il a joué ce rôle-là, c'était son orientation, le volet plus ou moins militaire, pour pouvoir asseoir son règne. Et dès lors qu'il a été le gendarme, qu'il est le gendarme de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, pour ainsi parler, personne n'a cherché à regarder maintenant la cuisine interne. Est-ce qu'il y a un peu trop de riz? Est-ce qu'il y a un peu trop de sel? Qu'est-ce qui se passe? On a laissé faire. C'est vrai que souvent je suis en désaccord avec Sylvain sur cette question, mais je crois que oui, sur sa démonstration, je pense qu'il a un peu raison, mais l'élément que ça m'inspire, c'est que c'est aussi important de se rendre compte quand même que Idriss Déby fait comme une lecture ou une analyse stratégique de la sous-région et il se rend compte qu'on est dans une partie du monde où il n'y a plus de puissance régionale. Parce que quand vous avez le Nigeria qui disparaît devant Boko Haram, quand vous avez l'Angola qui ne s'intéresse plus du tout aux affaires du continent, quand vous avez la RDC qui est déchirée de partout, il n'y a plus de puissance régionale. Et peut-être que je pense que ça a dû compter beaucoup dans l'analyse stratégique d'Idriss Déby qui s'est dit ce n'est pas normal que tout un continent reste sans puissance régionale et ça a peut-être orienté cette action. Je voudrais qu'on avance, puisqu'on est un peu pris par le temps. Par rapport à la situation sécuritaire, encore une fois, sa mort, en fait, inquiète toute la sous-région, hein, à juste titre. Vous allez nous dire en quoi, quelles sont les implications de la disparition d'Idriss Déby, quelles sont les menaces pour nos territoires, notamment l'Afrique de l'Ouest? Bon, après, je pense que de 2012, où Idriss Déby rentre, franchement, en 2012, c'est un cauchemar, ce que William explique. La Côte d'Ivoire est présidente de la CEDEAO, mais elle n'a même pas encore une armée, elle se reconstruit. Le Nigeria est assis, il n'y a vraiment personne. Avant, on avait au moins le Nigeria qui venait faire le job et qui retournait. Voilà, il n'y avait plus personne pour faire le job. Et Idriss Déby, il a vraiment senti l'opportunité stratégique. Et pendant que la CEDEAO multipliait les réunions pour avoir une série de 500 soldats, il y est allé. Et c'est quand même, il faut respecter ce fait stratégique qu'il a su faire, sans oublier que déjà, il était présent au Soudan, il était déjà présent en Centrafrique, puisqu'il a soutenu une bonne part des CDK, il a soutenu une bonne part des rébellions contre le Soudan. Donc il avait déjà l'habitude de cette fois agir pour déstabiliser, mais là, il devait agir pour stabiliser, donc il a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, il est décédé, mais le système Déby est en place. Voilà. La preuve, c'est qui lui succède. Voilà. Donc, le système Déby est en place. Et on aurait eu beaucoup d'inquiétudes si les engagements internationaux étaient remis en cause, mais on n'est pas sur cette voie, d'autant plus que le soutien qu'il fallait accorder à son fils pour maintenir cet engagement international-là a été accordé. Et donc, je pense que, d'ailleurs, le fait de ne pas perdre ces engagements internationaux a contribué aux réactions qu'on a pu avoir lors de son décès ou lors du viol flagrant de la constitution tchadienne qu'on a pu voir. Voilà. Dernier mot là-dessus avant qu'on passe à... Oui, bon, que les combats soient toujours à 300 km de N'Djamena, ça veut dire quand même que le FAC ne peut plus faire grand chose. Depuis la mort de Déby, depuis le 20, ils avaient tous les moyens d'arriver à N'Djamena. Donc, c'est dit que quand même, le fils bénéficie de l'appui. Mais il y a toujours un souci dans l'après-leader. C'est vrai que c'est son fils, mais ce n'est pas le même leadership. Est-ce que cela aura une influence sur le terrain? Est-ce que cela va démotiver? Est-ce que cela va surmotiver? Est-ce qu'il pourra maintenir le système en place? Est-ce que ce sera le même respect? Est-ce que ce sera la même influence? Ce sont des questions qu'on appréciera d'ici 18 mois. Oui, mais et surtout, est-ce qu'il va pouvoir se maintenir au pouvoir? Puisqu'on voit qu'ils sont de plus en plus contestés, puisque vous l'avez dit clairement, la Constitution a été violée. Ça pose problème à personne, visiblement. Un tout petit peu à l'Union africaine, un tout petit peu comme ça. Oui, qui va dépêcher une enquête en plus, notamment sur la mort du... Il n'y a que le Ghana qui a demandé suspension du Tchad.
Oui, il n'y a que le Ghana. Ce qui est courageux, Les dynamiques endogènes du Tchad, ça nous, enfin, excusez-moi du thème, ça n'intéresse pas beaucoup nos leaders. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez eux? Mais est-ce qu'ils seront toujours dans la bande sahélienne pour empêcher que le Sud-Sahara devienne une zone d'occupation du terrorisme? C'est la question qui intéresse nos présidents. Mais justement, j'aime vous dire, pendant les funérailles, on a vraiment l'impression quand même d'assister à une espèce de mini G5 Sahel qui ne disait pas son nom officieusement. C'était les mêmes qui étaient là. Le G5 Sahel, ils sont tous dépêchés pour venir aux funérailles. Ils n'ont pas fait de réunion de sommet officiel, mais on a l'impression que c'est un prétexte pour se réunir et décider de la suite. C'est ce que je disais. D'ailleurs, je voulais répondre ça à Sylvain. Pourquoi je ne suis pas inquiet? Parce qu'en réalité, ceux qui sous-tendent cet engagement international sont venus pour l'entretenir. Je pense que clairement, la France pèse pour cet engagement international. Elle fera tout, y compris auprès des soldats, pour permettre, d'ailleurs, le message de Macron, il est clair. Quand il lit l'instabilité et l'intégrité, c'est pour qu'en revanche, le Tchad respecte ses engagements internationaux. Mais ce que je dis qui est dramatique, c'est qu'on peut maintenir les engagements internationaux du Tchad en respectant la Constitution. C'est pourquoi on ne peut pas le faire. Attendez, une armée, elle est censée, et j'ai même dit de dire officiellement, parce qu'officieusement, vous avez tous les moyens de faire ce que vous voulez. Mais quand même, respecter un peu l'intelligence des gens, ils auraient pu faire ça. Bon, aujourd'hui, l'Union africaine... Contraint de la France... Aujourd'hui, l'Union africaine revient en selle. Oui. Je n'espère pas vraiment... Avec à sa tête un Tchadien. Je n'espère pas vraiment un retour à l'ordre constitutionnel. Ce que j'espère, c'est que si on doit prendre 18 mois, si on doit violer la Constitution, alors violons-la, mais pour construire quelque chose de solide. Si on peut prendre ces 18 mois pour permettre au Tchad de s'asseoir, pour mettre en place un système politique plus fiable, parce qu'en réalité, la stabilité, ce n'est pas maintenir au pouvoir un homme. La stabilité, c'est renforcer les institutions. De telle sorte que aujourd'hui en France, je touche du bois, quelque chose arrive, mais personne ne va s'imaginer se demander si la France serait encore au Mali. Parce qu'il y a des institutions fortes. Regardez en Tanzanie avant-hier. Non, mais puis il y a la continuité de l'État. Mais attendez, je veux qu'on reste sur la France. Dernière question. Ce sont des réalités différentes. Il faut qu'on arrive... Non, le Tchad n'a aucune institution. C'est ce que je dis. Il faut qu'on prenne ces 18 mois. Il faut qu'on prenne ces 18 mois. Nous avons l'ENA et la gendarmerie. Le Tchad n'a aucune institution. Sylvain, donc quand Débris meurt le 20, il n'y a plus rien au Tchad. C'est le Tchad qui meurt. Non, il y a un président de l'Assemblée nationale, il y a un président du Sénat. Qui n'a pas l'air très courageux, le président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas l'air très courageux puisqu'il a... Le discours du CMP, c'est que le président de l'Assemblée nationale a refusé. Mais même ça, c'est plus fort que lui. C'est prévu dans la Constitution, c'est pas grave. Que les militaires s'occupent de la question de sécurité. Non, c'est pas grave. Ils sont à 300 km de Djamena. Oui. Le maréchal vient de Bouri. Qu'est-ce qu'on cherche à préserver? Sylvain. L'ordre constitutionnel ou alors la sécurité physique? Mais pourquoi vous opposez les deux? Moi, je comprends pas. On n'est pas dans un contexte normal. Pourquoi le contexte n'est pas normal? Qui ne s'était pas réveillé. Pourquoi le contexte n'est pas normal? Il n'y avait pas cette attaque rebelle de combien de pick-up qui venaient de la Libye. Bon, le président de l'Assemblée nationale veut venir s'asseoir, gérer les dossiers, les affaires courantes pendant 45 jours. Comme on a vu en Tanzanie ou d'autres. Oui, comme on l'a vu un peu partout. Mais là, ils sont à 300 km. Donc, vous, la menace sécuritaire oblige ou excuse encore une fois de violer l'Assemblée nationale peut. Je pense que il y a beaucoup d'éléments que nous ne maîtrisons pas et qui ont dû compter dans les décisions qui ont été prises. D'abord, sur les conditions, les circonstances de la mort de Idriss Déby. Parce que le discours qu'on nous a servi est trop beau, parce que ça correspond tellement à la mort idéale et ça correspond tellement à ce que les Tchadiens auraient accepté, le seul discours qu'ils auraient accepté. Donc ce discours me paraît tellement trop beau pour être vrai. Alors, et s'il n'était pas vrai, qu'est-ce qui, ou du moins même s'il était vrai d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ça se passe ainsi, c'est-à-dire on donne le pouvoir à son fils alors qu'il n'est pas le plus gradé de l'armée? Si c'était que les militaires, pour des raisons de stabilité, comme le dit Sylvain et comme je l'ai pensé aussi pendant longtemps, si les militaires avaient voulu garder le pouvoir
parce qu'il fallait maintenir la stabilité ou assurer la sécurité du pays. Je pense qu'il y avait un chef d'état-major qui n'était pas le fils. Il y avait des généraux qui étaient beaucoup plus gradés que le fils. Je pense que la question se serait jouée dans la hiérarchie militaire, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire pas la filiation, quoi. Voilà, ça veut dire qu'on a voulu régler deux problèmes. On a voulu régler le problème militaire et le problème politique, parce qu'on sait que le fils représente quelque chose politiquement, parce que c'est le fils. Il porte le nom, il est l'héritier. Bon, ça, oui, mais ça, c'est en monarchie. Donc, non, oui, on n'est pas dans une république. Ça, c'est sûr. Ce qui se passe, on n'est pas dans une république. Maintenant, pour revenir à ce que disait Arthur tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait semblant de respecter l'ordre constitutionnel, etc. Bon, là, je pense qu'il parle d'une république idéale. On n'est pas dans une république. Il ne faut pas oublier non plus le caractère particulier du Tchad. Mais moi, je pense une chose. Je pense qu'il n'y a aucun avenir pour le pouvoir militaire actuellement en place. Ce pouvoir n'a aucun avenir parce qu'il ne peut pas se maintenir même au-delà d'un an, je ne pense pas. Dernière question. Le rôle de la France euro trouble. On a d'un côté la France qui a un peu validé la succession, on va dire, quasi monarchique de Déby fils. Avant d'un rétropédalage ces derniers temps, avec Tshisekedi à Paris, Macron a dit que bon, fallait faire autrement. Et puis en même temps, la France, c'est le territoire qui abrite on va dire, les têtes pensantes du FACT, les rebelles. On ne comprend pas ce deux poids deux mesures, on ne comprend pas ce grand écart intellectuel, idéologique. Comment vous l'expliquez ? Moi, recevoir des opposants, c'est une tradition. Non, mais des opposants qui ont mis en place une rébellion. Ça encore, vous allez aller dans un procès pour montrer qu'ils ont mis en place une rébellion, pour entrer dans toute une série. Parce qu'à partir du moment où il montre qu'il est opposant, il sera sans doute couvert par son statut d'exécutif. Non, mais ils ont quand même fait des dépêches où ils ont dit qu'ils ont posé des actes et que leur objectif, c'est de... On est dans une république. On a une république pour expulser quelqu'un. Il y a un process. Il a communiqué, il s'en cache pas. Mais oui, c'est clairement dit. Il y a une république, tu ne vas pas le chasser de chez lui, il y a un process. Voilà, ce process va prendre du temps. Voilà. À qui d'engager, je ne sais pas. Mais je dis, l'idée d'accueillir des opposants, c'est classique. Hein, non, mais là, on parle de rébellion. Maintenant, comment vous l'expliquez ? L'idée de soutenir le fils, on en a largement parlé. Je pense qu'elle a fait le calcul stratégique simple. De dire, oui, lui, il va conserver l'engagement, etc. Après, il y a une grosse erreur du CMT, à mon avis, c'est la répression des marches. Et deuxième chose, des voix qui se font entendre de plus en plus dans l'Union africaine. Aujourd'hui, on entend que le Ghana, mais je suis sûr que, comme il est dit tout à l'heure, William, si on reste encore une semaine, il y a d'autres pays qui vont commencer surtout les pays anglophones, qui vont commencer à dire un mot, dire un deuxième, dire un troisième. D'ailleurs, la mission de l'Union africaine, elle vient à la fois pour une médiation et pour une enquête. sur les causes de la mort de Déby. Et la répression. Là aussi, c'est comme le Rwanda, nous donnera les documents dans 50 ans. Et la répression. Donc, petit à petit, moi, je pense que on va arriver à un système à la malienne. Quelle est la force de coercition de l'UA? Mais qui a une force de coercition? Des déclarations. Donc ça n'aura pas non plus sur le CMT. De toute façon, la commission de l'Union africaine est dirigée par un ancien Premier ministre de Déby. Oui, c'est ce que... Voilà. Donc moi j'espère que ça va nous emmener à défaut, comme c'est fini, la Constitution est violée, à prendre le temps de mettre les ingrédients d'un État plus solide et un peu dans le modèle malien. C'est à ça que j'espère. Vous me semblez très optimiste, ouais, mais restons-le. Oui, ça m'étonne. Et très crédule, là, pour le coup, Arthur. Croyons à l'Afrique. Allez, messieurs, c'est la fin de cette émission. On se quitte, comme chaque semaine, sur une citation. « Je pourrais mourir pour la paix, pas à la guerre » de Michel Patin. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI1. Un grand merci à tous mes invités. Sylvain Guessant, Arthur Banga, William Macblonon. Merci. À bientôt. Merci à tous.